Le Seigneur des Anneaux est sans aucun doute l'un des plus grands films jamais réalisés. Du moins, si vous voulez mon avis. Je les ai regardés plus de fois que je ne peux le compter, en décortiquant chaque détail. Mais aussi incroyables qu'ils soient, ils ne sont pas exempts de défauts, surtout lorsqu'on les considère sous l'angle de l'adaptation fidèle de l'œuvre de Tolkien. À l'origine, j'avais prévu un top 10, mais soyons réalistes, je ne pouvais pas m'arrêter à 10. Voici donc mon top 11 des pires changements apportés par Peter Jackson au Seigneur des Anneaux. Numéro 11, la bouche de Sauron et le destin de Frodon à la Porte Noire. Oui, je commence par un peu de tricherie, 2 numéros dans une seule entrée. Mais ils sont tous deux liés au même moment dans l'édition étendue du Retour du Roi, alors ça marche. Tout d'abord, parlons de la scène de la bouche de Sauron. Si vous avez vu l'édition étendue, vous vous souviendrez qu'Aragorn le décapite sans hésitation. Et honnêtement, cela ne me convient pas du tout. Tout d'abord, ce n'est pas ce qui se passe dans le livre. Mais surtout, cela ne correspond pas au personnage d'Aragorn, surtout s'il est sur le point de devenir roi. Exécuter un messager, même au civil, n'est pas exactement la meilleure façon de lancer un règne de paix. Ce n'est pas une attitude de roi. J'ai même créé un mème à ce sujet, car je trouve ce changement tellement déconcertant. La deuxième partie de cette entrée est liée au poids du destin de Frodon à ce même moment. Dans le film, lorsque la bouche de Sauron affirme que Frodon est mort, il n'y a pas d'effet émotionnel. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, le public a déjà assisté à de multiples faux moments de « Frodon pourrait être mort ». Nous avons déjà été confrontés à cette chanson et à cette danse, de sorte que l'affirmation ne suscite aucun suspense. Mais dans les livres, cette phrase frappe fort. À ce stade de l'histoire, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de Frodon, nous savons seulement qu'il a été capturé et emmené à la tour de Cirith Ungol. Aussi, lorsque la bouche affirme que Frodon est mort, les lecteurs peuvent sincèrement le croire. Cela ajoute une réelle tension à la scène. C'est peut-être en partie pour cette raison qu'elle a été coupée dans la version cinématographique. Mais même dans la version étendue, le moment tombe un peu à plat parce que le punch émotionnel n'est tout simplement pas là. 10. Les Seigneurs du Gondor et les Briseurs de Serments. Le Gondor est sans conteste ma faction préférée dans toute la Terre du Milieu. Dans l'histoire, c'est le plus puissant des royaumes des hommes pendant la guerre de l'Anneau. Mais dans les films, elle est souvent dépeinte comme faible, désorganisée et indécise. Cette image est particulièrement frappante lors du siège du Gondor et de la bataille des champs du Pelennor. Dans la version cinématographique, c'est l'armée des morts qui apparaît et renverse la situation, éliminant l'ennemi en un clin d'œil. Mais dans les livres, ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de cela, Aragorn arrive avec les seigneurs du Gondor et un groupe connu sous le nom de Compagnie Grise, un sauvetage bien plus solide et convaincant. Pour moi, les briseurs de couronne des films sont beaucoup trop puissants. Une fois qu'ils apparaissent, la bataille est pratiquement terminée. Il n'y a plus de tension réelle. Cela dévalorise ce qui aurait pu être l'un des moments les plus excitants et les plus difficiles de la trilogie. Je pense vraiment qu'ils auraient dû s'en tenir à la version du livre. Le ralliement par Aragorn des forces du Gondor, des hommes de différentes régions et lignées, aurait ajouté une tonne de profondeur et donné l'impression que le royaume est aussi vaste et diversifié qu'il l'est en réalité. Et d'un point de vue pratique, peut-on faire naviguer un navire avec seulement 3 personnes? Pourquoi les briseurs de serments sont-ils sur le bateau s'ils peuvent flotter et voler où ils veulent? Cela n'a pas beaucoup de sens quand on y réfléchit. J'aurais adoré voir Imrahil, Angbor, Forlon et les autres seigneurs régionaux du Gondor en action. Le Gondor se serait senti plus fort et plus uni et, honnêtement, l'arc d'Aragorn aurait été plus satisfaisant. Je sais que je ne suis pas le seul à penser ainsi, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. 9. La fin de Saruman. Si vous n'avez jamais vu l'édition étendue du Retour du Roi, vous vous demandez peut-être ce qui est réellement arrivé à Saruman. L'un des méchants les plus puissants de la trilogie a tout simplement disparu. Dans l'édition étendue, nous avons droit à une scène où Grima le poignarde, mais même cette scène semble un peu précipitée et décevante. Et le fait qu'elle ne figure pas dans la version théâtrale, c'est un gros problème pour moi. Oui, la scène comporte des éléments qui s'alignent sur les livres, mais elle passe complètement à côté d'une intrigue majeure, le nettoyage de la comté. Je comprends tout à fait pourquoi cette partie a été coupée. D'un point de vue narratif, elle ne correspond pas au rythme de l'acte final d'un film. Du point de vue de la structure cinématographique, c'est logique. Mais même en sachant cela, la sortie de Saruman reste l'un des moments les plus faibles de la trilogie. Pensez Y, c'est le principal antagoniste des 2 tours, et il est présenté dans la communauté de l'anneau. Et soudain, dans le Retour du Roi, il disparaît. À peine mentionné. Cette absence de conclusion est vraiment choquante, surtout pour un personnage qui avait une présence aussi importante. C'est également l'un des rares méchants que nous apprenons à connaître, il a de la profondeur, des dialogues et du temps à l'écran.
Contrairement à Sauron, qui est plus une menace imminente, Saruman est un personnage à part entière. C'est pourquoi je pense que le film aurait dû traiter sa fin différemment ou, à tout le moins, inclure la scène de l'édition étendue dans le montage théâtral. Même Christopher Lee a été pris au dépourvu. Lorsqu'il a vu la version finale au cinéma et qu'il s'est rendu compte qu'il avait été coupé, il n'était pas content, et c'est compréhensible. Cela a même provoqué une rupture entre lui et Peter Jackson qui a duré des années, jusqu'à ce qu'ils finissent par se réconcilier pendant la trilogie du Hobbit. Je suis heureux qu'ils se soient réconciliés, mais honnêtement, je comprends ce que Lee voulait dire. Saruman méritait un départ digne de ce nom. 8. Supprimer les 17 ans. Voici quelque chose que beaucoup de spectateurs occasionnels ne savent peut-être pas. Dans les livres, il y a en fait un écart de 17 ans entre la fête d'anniversaire de Bilbon et le moment où Frodon quitte la comté avec l'anneau. Ce laps de temps, elle a été complètement supprimée dans les films. Et même si je comprends, c'est logique du point de vue de la narration et du rythme, cela finit par créer des incohérences lorsque l'on regarde de plus près l'histoire. Je sais que cela ressemble à un truc d'intello tolkienien, mais soyez indulgents avec moi. Tout d'abord, il y a une petite erreur bizarre dans l'édition étendue. Bilbo mentionne que nous sommes en l'an 3000 du Troisième Âge, mais d'après la chronologie, nous serions en fait 18 ans après sa fête, et non 17. Ainsi, non seulement le saut dans le temps n'a pas lieu, mais les dates ne sont même pas tout à fait alignées. C'est là que les choses se gâtent, Bilbo et Frodon sont tous donnés le 22 septembre, et Frodon se réveille à Fontcombe le 24 octobre. Cela signifie que Gandalf, dans la chronologie du film, a dû d'une manière ou d'une autre, voyager de la comté au Gondor, trouver et étudier le parchemin d'Isildur, comprendre ce qu'est l'anneau, retourner précipitamment dans la comté, se faire capturer à Isengard, s'échapper, chevaucher avec Gwaihir, qui est l'aigle, jusqu'à Fontcombe et tout cela, en 1 mois et 2 jours environ. Cela fait beaucoup de chemin à parcourir en si peu de temps. De plus, nous sommes censés croire qu'au cours de cette brève période, Bilbon a vieilli de façon spectaculaire, passant d'une santé relativement robuste à une apparence beaucoup plus âgée. C'est une transformation énorme qui n'a pas vraiment de sens sans le saut dans le temps de 17 ans. Honnêtement, je pense qu'ils auraient pu se contenter d'ajouter une simple carte de titre, 17 ans plus tard, et régler un grand nombre de problèmes de chronologie. Même l'ajout de l'année dans une ligne de dialogue aurait pu aider. Mais bon, c'est peut-être juste moi qui suis pointilleux. Qu'en pensez-vous? Ce changement en valait-il la peine pour le rythme, ou a-t-il trop perturbé l'histoire? 7. Le changement radical du personnage de Denethor. S'il y a un personnage des films que presque tous les fans adorent détester, c'est bien Denethor. En particulier la scène où il mangeait des tomates. Sérieusement, qu'est-ce que c'était? Mais trêve de plaisanterie, le Denethor des films est très éloigné de celui des livres. Dans la version de Tolkien, Denethor est toujours un personnage profondément imparfait, mais sa descente dans la folie est beaucoup plus tragique et complexe. Cela s'explique en grande partie par le palantir de Minas Tirith, qui joue un rôle crucial dans son désespoir croissant. Sauron s'en sert pour le manipuler, brisant lentement son esprit et déformant sa perception de l'espoir. C'est subtil, psychologique, et cela ajoute une réelle profondeur à l'influence de Denethor et de Sauron. Les films, cependant, le réduisent à une représentation presque caricaturale d'un homme irrationnel et assoiffé de pouvoir. Cette représentation aplatit non seulement Denethor en tant que personnage, mais enlève également une couche importante de la menace de Sauron, à savoir qu'il peut corrompre et détruire des gens sans lever une épée. Et si je comprends que son auto-immolation est censée être choquante, toute la scène où il se précipite du haut d'une falaise alors qu'il est en feu, oui, ça fait moins tragique et plus absurde. C'est certainement l'un des choix les plus irréalistes de la trilogie. Peut-être que montrer une version plus fidèle du livre aurait été trop lourd ou trop compliqué pour le rythme du film, mais je pense toujours que c'est une occasion manquée. 10-5, Merry et Pippin apparaît. Sam, Frodon, Merry et Pippin sont-ils réellement des amis proches? Si vous avez lu les livres, la réponse est clairement oui. Mais si vous ne regardez que les films, ce n'est honnêtement pas si évident au premier abord. Dans les films, Merry et Pippin sortent de nulle part. Ils tombent sur Frodon et Sam alors qu'ils volent des légumes, et les voilà soudain sur le chemin de Bray. Il n'y a pas de véritable explication, pas de véritable construction. On a l'impression que c'est au hasard. Comparez cela au livre, où il y a toute une intrigue secondaire sur le plan de Frodon pour quitter la comté, impliquant une maison à Cricollo, un déménagement secret, et un groupe d'amis loyaux qui savent déjà pour l'anneau et qui ont choisi de l'aider. En fait, Pippin voyage avec Frodon et Sam dès la fin du sac, et il rencontre Merry plus tard près de Bucklebury Ferry, alors qu'ils sont poursuivis par des cavaliers noirs et aidés par le fermier Magot, qui, dans le livre, est bien plus qu'un propriétaire de champs grincheux. La version du livre montre que leur amitié est profonde et intentionnelle, ce ne sont pas de simples compagnons de route,
Ce sont des volontaires qui risquent tout pour leur ami. Même Fatih Bolger joue un rôle, restant en arrière pour maintenir l'illusion que Frodon n'est pas parti. En revanche, les films donnent l'impression que l'implication de Merry et Pipin est accidentelle. Et si leur lien avec Frodon se renforce au fur et à mesure que l'histoire progresse, la première partie ne parvient pas à établir cette profondeur émotionnelle. Je comprends qu'ils aient dû simplifier l'histoire et supprimer des personnages comme Tom Bombadil et Rédir Buckland, mais je pense toujours que ce changement affaiblit le sens de la loyauté choisie qui est si centrale dans les livres. Numéro 4. Les elfes au gouffre de Helm. Vous l'avez probablement entendu un millier de fois, mais j'espère pouvoir y apporter un regard neuf. Oui, les elfes de Lothlórien, menés par Haldir, n'étaient pas présents à la bataille du gouffre de Helm dans les livres. Bien qu'il soit visuellement frappant de les voir rejoindre le combat dans le film, et que cela permette à Haldir de développer davantage son caractère, je ne suis pas fan de ce changement. Tout d'abord, Haldir est tué dans le film, mais dans les livres, il ne meurt pas du tout, du moins pas pour autant que nous le sachions. S'il était mort, ce serait plus probablement au cours d'une des batailles pour protéger la Lothlórien, et non au gouffre de Helm. Mais le plus gros problème pour moi est la logique et la géographie. Si vous regardez une carte de la Terre du Milieu, il est clair que la Lothlórien est beaucoup plus éloignée du gouffre de Helm que l'Isengard. Pour que les elfes arrivent à temps, il aurait donc fallu qu'ils commencent à marcher plusieurs jours avant que Saruman n'envoie ses Uruk-hai. Peut-être même avant que le Rohan n'ait commencé à évacuer Edoras, une autre chose que le film modifie, soit dit en passant, mais qui n'a pas tout à fait été retenue dans cette liste. Suspendons l'incrédulité un instant et disons que les elfes ont d'une manière ou d'une autre prévu la bataille à venir et se sont mis en marche pour offrir de l'aide. Si c'était le cas, pourquoi n'ont-ils pas envoyé d'avertissement? Ou au moins n'ont-ils pas informé le Rohan de leur arrivée? La logistique ne tient pas la route. De plus, comment se fait-il que tous les elfes meurent dans cette bataille? Cela semble étrangement commode et peu plausible si l'on considère l'habileté des elfes au combat. Cela ne me convient pas du tout. Ne vous méprenez pas, c'est un moment sympa qui montre que les elfes sont prêts à se battre aux côtés des hommes. Mais j'ai l'impression que Peter Jackson n'a pas pu résister à l'envie d'ajouter une bataille épique entre elfes, même si cela ne collait pas. 3. Faramir a été changé. Cela ne surprendra probablement pas ceux qui ont lu les livres. Le Faramir du film est pratiquement à l'opposé de son homologue du livre. À bien des égards, le film le dépeint comme une sorte de Boromir racheté, quelqu'un encore tenté par l'anneau, alors que dans le livre, il le rejette sans hésitation. Certes, certains de ces dialogues originaux réapparaissent plus tard dans Le Retour du Roi, mais à ce moment-là, ils sonnent creux, car nous avons déjà vu à quel point l'anneau l'a affecté dans les deux tours. À ce stade, il n'est plus considéré comme noble, mais comme incohérent. Ensuite, il y a la question de Gollum. Dans les films, Faramir traite Gollum de manière beaucoup plus brutale que nécessaire, le présentant sous un jour bien plus sombre que l'homme réfléchi et sage que nous rencontrons dans les livres. Et ne me parlez pas du détour par Osgiliath. Bien sûr, c'est cool de voir la ville en ruine à l'écran, mais du point de vue de l'histoire, c'est plutôt inutile. Le pire est probablement cette phrase maladroite où Faramir libère Frodon et où il est présenté comme s'il commettait une trahison punissable de mort, mais rien n'en sort. Cela ajoute une tension qui ne mène nulle part. Aujourd'hui encore, je ne sais pas quel était l'intérêt de cette réplique. Dans Le Retour du Roi, son personnage est à nouveau mis sur la touche, cette fois enfonçant droit dans une grêle de flèches, dans l'un des mouvements militaires les plus illogiques de toute la trilogie. Ce n'est certainement pas le genre de décision que l'on attend d'un Faramir du livre. Sa romance avec Éowyn semble également précipitée et peu développée. Et après cela, il disparaît en quelque sorte, à l'exception d'une brève apparition lors du couronnement d'Aragorn. Je comprends que la fin est chargée et que tous les personnages ne peuvent pas avoir un arc complet, mais tout de même, Faramir méritait mieux. Ce qui est vraiment dommage, c'est que Tolkien lui-même a dit un jour que si un personnage des livres lui ressemblait le plus, c'était Faramir. Alors, qu'il soit le plus massacré par les films, c'est un peu dur à avaler. 2. Frodon dit à Sam de repartir. Lorsque vous réalisez un film, ajouter de la tension et des enjeux émotionnels est généralement une bonne chose, mais cela peut parfois se retourner contre vous. C'est exactement ce qui se passe dans la scène de l'escalier menant à l'antre de Shelob. Il n'est pas normal que Frodon ait pu être manipulé si facilement par Gollum en pensant que Sam voulait l'anneau. D'autant plus que Frodon dit littéralement qu'il ne fait pas confiance à Gollum dans les deux tours. Je comprends l'intention de Peter Jackson, l'anneau devient de plus en plus fort et commence à perturber la perception qu'a Frodon de ceux qui l'entourent. Mais cela ne fonctionne toujours pas. Le pire dans toute cette intrigue secondaire, Sam découvrant le pain de l'en-bas dans les escaliers. Qu'est-il censé comprendre? Oh attendez, je n'ai pas mangé le pain? Bien sûr qu'il le sait. Il n'a jamais pensé qu'il l'avait fait. C'est tout simplement maladroit.
Cela aurait été tellement plus puissant si Sam avait suivi Frodon par pure loyauté, sachant que Gollum préparait quelque chose et refusant de laisser son ami derrière lui. Cela aurait correspondu au personnage de Samedi. Au lieu de cela, nous avons droit à un rebondissement dramatique qui ne semble pas nécessaire et qui affaiblit un peu les deux personnages. C'est certainement l'un des changements les plus décevants de la trilogie. Enfin en un, le destin d'Arouan lié à l'anneau. D'accord, commençons par le dire. J'apprécie que les films aient donné plus de présence à Arouan dans l'histoire. Mais la façon dont ils l'ont traité, pas terrible, surtout le moment où Elrond arrive à Denaro et dit « Le destin d'Arouan est désormais lié à l'anneau ». Attendez, quoi? Comment? Pourquoi? Cela soulève un tas de questions confuses auxquelles le film ne prend jamais la peine de répondre. Est-ce parce qu'elle est à moitié elfique? S'agit-il d'une sorte de lien mystique? Ou est-ce juste une façon paresseuse de rendre Aragorn encore plus désespéré de détruire l'anneau? C'est vague, c'est étrange et ça n'a aucun sens, surtout si vous n'êtes pas très au fait de l'histoire de Tolkien. Cela risque également de faire croire que tous les elfes ont le même choix entre mortels et immortels, ce qui n'est pas tout à fait exact. Il est clair que l'idée était d'augmenter les enjeux et de donner à Aragorn une motivation plus émotionnelle. Mais encore une fois, comme pour Frodon et Sam, on a l'impression que l'histoire pousse les personnages au lieu de les laisser choisir leur propre voie. Dans les livres, Aragorn choisit le chemin des morts après s'être vu rappeler la prophétie, il prend son destin en main. Dans les films, on a davantage l'impression qu'il s'agit d'un geste désespéré déclenché par une pression extérieure. Oh, et au fait, il y a une armée de fantômes là-bas, tu pourrais peut-être aller voir. Ce n'est pas la meilleure façon de raconter une histoire. Pourtant, malgré tous ces changements, certains meilleurs que d'autres, j'adore ces films. Ils m'ont fait découvrir Tolkien et la Terre du Milieu, et ma passion pour eux n'a fait que croître avec le temps. Malgré tout ce que j'ai dit, je recommande toujours de les regarder. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont légendaires. Merci beaucoup d'être restés, et un grand merci à tous les membres et mécènes qui soutiennent la chaîne. Rien de tout cela ne serait possible sans vous. Rendez-vous à la prochaine vidéo et merci pour tout.